Espace TV, le 22h. Vous êtes dans le 22h. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. On en sait un peu plus sur l'identité du principal suspect de l'accident mortel qui a coûté la vie à un journaliste et qui a fait des blessés graves. Ibrahima Sory Kamara, c'est son nom. Il est toujours en cavale, mais 3 de ses proches ont été arrêtés par la police. L'examen d'entrée en 7e, c'est dans quelques heures. Candidats et encadreurs sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages avant le lancement des épreuves, mais il faudra faire avec le réaménagement qui vient d'avoir lieu. De quoi s'agit-il? Quel est le point de la situation? Élément de réponse également dans ce 22h. Et puis enfin, à une dizaine de kilomètres de Ouagadougou au Burkina Faso, les habitants de Bazoulé cohabitent avec les crocodiles depuis des générations. Dans ce village, le reptile n'est pas une menace, mais un guide spirituel. Après les titres, le développement, bienvenue à tous. On en sait un peu plus sur l'identité du principal suspect de l'accident mortel du 17 juin à Matoto. Ibrahima Sory Kamara est le conducteur de la voiture à l'origine du drame qui a coûté la vie à un journaliste et qui a fait des blessés graves. Il est activement recherché, mais 3 de ses proches ont été arrêtés. Ils sont détenus au commissariat central de Matoto. Antoine Kourouma et El Hadj Aliouba. Le conducteur de ce véhicule de marque Hyundai a pour nom Ibrahima Sory Kamara. Depuis la nuit du drame, il est en cavale. 3 de ses proches ont été arrêtés. Ils sont détenus au commissariat central de Matoto. De sources policières, la voiture à l'origine de l'accident appartenait à une douanière décédée. Elle s'appelait Moussokoro Kaba. Après sa mort, la voiture serait revenue à son fils qui réside en France. Après son dernier séjour en Guinée récemment, il aurait laissé les clés de la voiture à son ami Mohamed Lula qui, à son tour, les aurait remises à Bernard Wendono, un autre ami. C'est ce dernier qui, selon la police, a remis les clés à Ibrahima Sory Kamara, un de ses amis, tard dans la nuit du samedi 16 juin, pour une course à l'aéroport de Conakry. Après cette mission, le nouveau chauffeur continuera sa virée nocturne avec d'autres amis. C'est sur le chemin du retour, aux environs de 4 heures du matin, que le drame de Matoto va se produire. Cette voiture de marque Renault Scénic roulait à vive allure, ainsi que la Hyundai conduite par Ibrahima Sory Kamara. Arrivé à l'endroit où se faisait l'opération d'assainissement, la Renault Scénic, toujours selon la police, aurait brusquement freiné et dans son élan, la voiture noire n'a pas pu l'éviter. Elle l'a fortement percutée à l'arrière, avant de la projeter sur le terre-plein au milieu de la chaussée où se trouvaient les journalistes en activité et le ministre Naïté. Aboulaye Ba sera projeté contre cette machine. Il tombe inconscient au bord du caniveau. Abou Koria Kourouma, le cadreur d'Espace TV, sera lui traîné sur une distance d'une dizaine de mètres par la voiture Renault Scénic. Sa survie, il la doit au sac à dos qu'il portait et à sa masse. Sa cuisse gauche et une bonne partie de son corps sont restés de longs moments sous cette voiture Renault Scénic. À bord de la voiture noire, il y avait 5 personnes, dont 2 filles. Toutes ont pu s'enfuir sans être inquiétées. Ces boissons alcoolisées auraient été retrouvées dans la voiture par la police. Ibrahima Sory Kamara et ses amis sont activement recherchés. Quant aux occupants de la voiture grise, ils ont été libérés par la police qui les qualifie de victimes dans cet accident. Le chef des cadreurs d'Espace TV devrait être évacué ce mardi sur le Maroc où il suivra des soins intensifs. Et puis pour être tout à fait complet, voici le programme des obsèques de notre confrère Abdoulaye Ba. Ce jeudi 21 juin, un symposium sera organisé à sa mémoire au Palais du Peuple après la levée du corps au petit matin. Le même jour, départ du corps pour Dinguiraye, son village natal, où il sera inhumé le vendredi 22 juin. Paix donc à l'âme de notre confrère Abdoulaye Ba. Ce n'est qu'une question d'heure. Ce mercredi, les élèves de 6e seront devant les épreuves avec 2 surveillants dans la salle au compte de l'examen d'entrée en 7e année. Un véritable concours qui s'annonce dur et facile pour les candidats. Mais avant de les voir devant leurs copies, intéressons-nous au nouveau calendrier des examens nationaux qui prévoit même
que les candidats composent les dimanches. Reportage Mamadou Saliouba, Kiano Sadouba. Travailler jusqu'à la dernière minute. Cette année, aucun répit n'est donné aux candidats. Les différents examens commenceront ce mercredi pour finir le 30 juin, soit une période de 10 jours, au lieu de 26, prévu par l'ancien ministre de l'Éducation. Le certificat d'études primaires commence ce 20 juin pour finir le 22, le BPC le 23 pour finir le 26 et le bac du 27 au 30 juin. Des examens sans repos, pour ce directeur d'école, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'examen ne se prépare pas à la veille de l'examen, mais plutôt l'examen se prépare chaque jour, de l'ouverture à la veille de l'examen. Nous estimons que nous avons travaillé les enfants, nous avons eu à achever le programme d'abord, à faire réviser, à donner intensément des cours de révision aux enfants et on pense vraiment qu'on est prêt. Ces candidats aussi ne trouvent rien d'anormal. Ils suivent des cours de remise à niveau dans toutes les matières et c'est déjà suffisant pour ces candidats de dire qu'ils sont prêts à affronter les épreuves et ils le démontrent au tableau. On révise bien à la maison et puis à l'école. On commence le cours de 9h jusqu'à 16h. Le problème pourrait être d'ordre technique avec la reconnaissance des salles d'examen pour les candidats au BPC et au bac, car ceux-ci doivent attendre que ceux de la 6e terminent leur examen. Mais techniquement et moralement, cet autre directeur assure qu'il n'y a aucun problème, Kaokari avait déjà tout préparé. Si l'examen d'entrée en 7e année finit le 21, à partir du 21, les numéros qui sont sur les tables sont déjà effacés. On met directement les numéros du BEPC. Et on découpe, n'est-ce pas, les noms des enfants, on les colle devant les salles. C'est rapide. Les candidats n'auront pas de difficulté non, à reconnaître... aucunement, messieurs, aucunement. Aucunement. Ils connaissent déjà leur centre, ils savent que les chefs d'établissement vont leur dire « Allons-y à Oumou-Diaby, n'est-ce pas, nous allons connaître nos salles maintenant. » Voilà, il n'y a pas de problème dans ça. L'ancien ministre avait déjà tout préparé, mais avec le nouveau calendrier du nouveau ministre de l'Éducation, certaines épreuves risquent d'être lancées en retard. Restons dans le registre des examens nationaux pour parler cette fois des examens de sortie qui ont débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé au lancement des épreuves hier du côté de Mamou. Globalement, il salue le dispositif mis en place pour assurer le bon déroulement des premières épreuves, notamment la présence des surveillants et des étudiants. Alcine Bari et Kiano Sadouba sont nos envoyés spéciaux dans la ville Carrefour. Suivez leur reportage. Centre professionnel de Mamou, 8h30. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle procède au lancement des épreuves de l'examen de sortie 2018. Nous constatons que les examens sont bien organisés, les élèves sont dans les classes et les normes sont respectées et aussi les maîtres sont à l'heure, surtout. 2 surveillants par salle, pas de coup d'œil, ni de communication. Tout est suivi à la loupe. La surveillance, ça se passe très bien. Il n'y a pas de panique, rien du tout. Nous avons reçu les copies à l'heure et ils ont lancé les sujets à temps aussi. À Mamou, ils sont 292 candidats pour 5 centres. Cet étudiant a 14 ans, il est l'un des plus jeunes de sa promotion. Tous saluent le bon déroulement des épreuves. Les préparatifs ont été bien passés dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, je suis capable de décrocher l'épreuve de français. Le sujet, je serai capable de décrocher mon examen de sortie au CFP de Mamou. Je suis comblé de joie aujourd'hui parce que j'affronte mon examen. Je suis fin prêt de composer dans les conditions vraiment souhaitées. Et bon, je parie que vraiment, je ferai cet examen vraiment pour montrer que vraiment je suis capable de l'affronter. Au total, ils sont 16 043 candidats dans les écoles professionnelles en Guinée pour 8 919 filles. De quoi réjouir la ministre de la Coopération internationale et de l'intégration africaine.
De l'éducation, passons à la politique. Après l'UFDG et l'UFR, c'est au tour du parti PADES de recevoir la délégation du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Kassory Fofana. Ce lundi, les deux hommes ont eu un tête-à-tête au siège du parti ici à Nongo. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la paix et de l'unité fraternelle des Guinéens. Abdourahmane Ba, Amara Alex Silla nous signe ce reportage. Ibrahima Kassory Fofana cherche à se rapprocher de tous les politiques. D'entrée de jeu, le Premier ministre reconnaît le retard de la Guinée. Quand on regarde, par contre, le niveau de pauvreté, ces résultats, on dira, sont limités. Pourquoi? Parce que la base de départ, le point de départ est très faible. Une pauvreté à la base qui préoccupe Kassory Fofana, d'où cette visite rendue à un éminent économiste à la tête du parti PADES. Sur le plan politique, nous attendons de vous, nous saluerons de votre part un mémorandum sur ce qui vous semble être important pour prévenir les crises. Non seulement gérer la crise actuelle, la crise politique. Quant à Dr Ousmane Kaba, la démarche est salutaire et il promet d'apporter son expertise quand le besoin se fait sentir. Soyez rassurés que le PADES, en tant que parti politique au nom de tous nos militants, nous serons à vos côtés dans la lutte pour la démocratie. C'est important, la liberté et la démocratie, c'est ce que nous recherchons tous. Et je sais que vous allez vous battre pour la pluralité des opinions, pour la démocratie, pour l'état de droit et la bonne gouvernance en Guinée. Le Premier ministre Kassory Fofana, dans sa volonté de réussir sa mission, compte mettre tous les atouts à sa disposition, notamment la consultation des leaders politiques, qui pour la plupart ont géré des postes de responsabilité. Dans l'actualité encore, l'Union générale des travailleurs de Guinée a réussi ce lundi à son siège à Conakry FVCA, spécialiste des activités pour les travailleurs. Ce syndicaliste sénégalais a répondu au courrier de l'UGTG qui lui a été adressé tout récemment afin de leur fournir son soutien dans l'affaire de leur camarade Aboubakar Sidiki Mara. Le reportage est signé Ouminatou Sidibé, Aliouba. Cette visite est perçue déjà par l'Union générale des travailleurs libres de Guinée comme un soutien de la part d'RVCA. Dans une déclaration, le secrétaire général de l'UGTG est d'abord revenu sur les violations flagrantes des droits auxquels certains syndicalistes sont confrontés. Il a ensuite sollicité son implication afin que justice soit rendue à leur camarade Aboubakar Sidiki Mara. Nous souhaitons l'implication diligente du BIT pour la défense du droit des travailleurs et de la liberté syndicale en Guinée. Souhaitons également que le gouvernement arrête de s'initier dans les affaires syndicales en violation des conventions ratifiées par notre pays et du Code du travail qui réglemente le monde du travail en République de Guinée. Dans la même déclaration, ces syndicalistes espèrent que la présence de ces spécialistes au compte de l'Organisation internationale des travailleurs pourrait apporter un plus aux démarches qu'ils mènent depuis la date de l'arrestation d'Aboubakar Sidiki Mara. Nous gardons l'espoir que votre présence aura un impact tout particulier sur le mouvement syndical guinéen et votre intervention personnelle pour la libération de notre camarade Aboubakar Sidiki Mara. Vive le BIT, vive la classe ouvrière, vive la liberté syndicale. Le spécialiste des activités pour les travailleurs en question s'est abstenu de parler en public lors de cette rencontre. Et puis ce drame, 2 morts et le contenu de toute une maison partie en fumée, c'est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré au quartier en Soumania, c'est à la cimenterie. C'est un court-circuit qui serait à l'origine du drame survenu dans la nuit du lundi à mardi aux environs de minuit. L'incendie s'est déclenché au salon, ensuite il s'est propagé dans toute la maison, selon les témoignages que notre équipe de rédaction a recueillis sur place. Makiso
Lamine Silla. Mariam Bobo Diallo et sa fille Mamadou Bella Diallo viennent à peine de rejoindre leur dernière demeure ici au cimetière de Samatara. Nous allons écouter l'imam de ce quartier qu'on appelle Ansoumania où s'est produit l'incendie. C'est elle qui a connu qu'il y a eu le court-circuit. Elle a réveillé les membres de la famille, y compris son mari, et elle s'est mise sur le travail de sauvetage. Malheureusement pour elle, elle a oublié que sa fille avec laquelle elle est calcinée était dedans, sortie. Alors que les flammes ont pris feu partout, elle s'est rappelée de sa fille. Vous savez, entre la maman et son enfant, elle a trouvé qu'il faut qu'elle reparte pour essayer de sauver sa fille. Dans cette maison, tout est parti en fumée. Ici, nous sommes dans la chambre des deux victimes et c'est sur ce matelas que le bébé de 3 ans était couché lorsque sa maman est revenue la sauver. De sa rentrée dans la chambre, elle ne ressortira plus jamais avec une âme parce que tout simplement engloutie par des flammes. Son mari reste affligé. Ma femme qui est décédée est sortie en criant au feu, au feu. Elle s'est retournée à l'intérieur pour chercher son enfant. Elle n'est plus ressortie. L'incendie s'est déclenché au salon. Ensuite, il s'est propagé dans toute la maison. À quand tout cela va s'arrêter? Des tragédies qui sont causées par les coups-de-circuit. Il est temps que les autorités compétentes se lèvent pour prendre des dispositions nécessaires pour lutter contre ce mal qui a fini par ronger la société guinéenne. Direction l'intérieur du pays à Boké où Vivo Énergie Guinée a lancé ce lundi la seconde phase de sa campagne Shell Extra Challenge, dénommée Challenge des 1000. Cette campagne est destinée à expliquer aux clients comment conduire de façon défensive et économique. C'est la commune urbaine de Boké qui a été le premier cap de cette tournée de promotion. Idrissa Bari est notre envoyé spécial. Il s'agit de montrer aux clients du géant des hydrocarbures comment gérer son carburant afin de mieux protéger sa voiture sur les longues distances. Pour cela, les responsables marketing de Vivo Énergie, accompagnés de leurs experts en conduite économique et défensive, ont choisi cette voiture. L'idée est d'évaluer le nombre de litres consommés sur la distance Conakry-Boké. Nous sommes là maintenant pour faire l'appoint de carburant, pour connaître vraiment l'économie qu'il y a eu vraiment dans ça, l'avantage que nous avons eu dans l'économie, en conduite économique de Conakry-Boké. Nous voici dans la commune urbaine de Boké. Après avoir parcouru plus de 250 km, ce véhicule n'a consommé que moins de 20 litres, soit une économie de 10 litres pour les conducteurs du transport en commun. Là aussi, l'équipe a profité de ces instants pour réaliser la campagne Shell Happy Hour. Quand un client vient, il fait un achat, on lui donne l'opportunité de gagner soit un désodorisant, soit une carte Liberta de 100 000, soit du carburant gratuit. Il suffit qu'il fasse un achat pour tirer et s'il tombe sur un ticket carburant, il gagne du carburant gratuit. S'il tombe sur un ticket porte-clés par exemple, il gagne un porte-clés. Au-delà de la campagne Challenge des 1000, certains clients venus dans cette station se procuraient du carburant ont bénéficié de cadeaux de la part de Vivo Énergie. L'essence de sel, c'est très bon et c'est une essence de très qualité. Parce qu'il y a un produit aussi qui se trouve dans ça. Tu peux consommer n'importe quoi, c'est pas grave. Ça ne devient pas le problème. Parce que moi, depuis 2013, j'ai acheté le véhicule là, j'ai roulé. Chaque fois, j'ai acheté les produits ici. Je vous félicite d'avoir au moins gagné ma carte de, comment on appelle, carte Liberta. Alors je vous remercie infiniment. A préciser que l'enjeu de cette campagne est une voiture qu'un des clients de Vivo Énergie pourra gagner à la fin du Shell Extra Challenge par tirage au sort. La 10e Assemblée générale ordinaire de la Croix-Rouge hispanophone, lusophone et francophone s'est ouverte ce mardi à Conakry. Durant 2 jours, les membres de cette organisation humanitaire vont échanger sur les crises sociopolitiques et humanitaires qui secouent le monde entier.
Ensuite, ils procéderont à l'élection des nouveaux bureaux. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souma. La Croix-Rouge et Croissant-Rouge est l'une des branches des Nations Unies. Elle compte 32 pays en Afrique. Chaque 2 ans, les membres se retrouvent pour évaluer le bilan des années précédentes, faire des perspectives. Cette année, c'est la Guinée qui est choisie pour abriter cette rencontre. Durant ces 2 jours, nous allons procéder à l'élection des membres du nouveau bureau. Ensuite, nous allons réfléchir sur des thématiques principales, notamment les questions de migration, réfléchir sur les questions de migration, les questions de violence, parce que les violences sont devenues aujourd'hui un peu monnaie courante dans la sous-région, et aussi les questions de gouvernance au niveau des mouvements Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Ce 21e siècle est caractérisé par des conflits armés, la montée de l'extrémisme religieux et idéologique. Ces facteurs créent souvent des crises humanitaires qui nécessitent l'intervention de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Au regard des interrogations que suscite l'avenir de notre continent, surtout de sa jeunesse, je suis heureux de constater que durant cette rencontre de Conakry, vous aurez à débattre de ces thèmes. Le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge est intervenu sur le cas des 630 migrants, en majorité africains, secourus en Méditerranée la semaine dernière. Et on ne peut que penser à ce qui s'est passé ces dernières semaines avec ce bateau, avec ces gens qui sont restés coincés encore une fois dans la Méditerranée, et à ce moment où justement il y a eu aussi une humanité, et avec effectivement les résolutions qui ont été prises, et l'Espagne qui a accepté effectivement ce bateau. Pour endiguer ce phénomène, Francesco Roca a insisté sur la bonne gouvernance qui, selon lui, s'articule autour de 3 valeurs: la redevabilité, l'intégrité et la transparence. Comment maintenir l'harmonie au sein de la famille, c'est l'une des préoccupations de la famille Fofana des différentes régions de la Guinée. Ce week-end, les membres se sont retrouvés pour parler des valeurs et créer de l'harmonie au sein de leur communauté. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara. C'est une tribune qui permet aux membres des familles Fofana de se retrouver, de partager leurs aspirations et discuter des problèmes en vue d'établir des plans d'avenir. Nombreux sont les sages des différentes régions qui ont pris part à cette rencontre. Toutes les familles Fofana se retrouvent en un seul endroit pour le développement de la Guinée et pour le développement de tous les Guinéens en général. Des visions de chacun d'eux sont connues et le dénominateur commun retrouvé. Ils s'impliquent ensemble pour l'émancipation de cette coordination en vue de préserver la paix sociale au sein de la famille. L'objectif de cette réunion-là, c'est de se connaître, nous les Fofana. Je suis très satisfait de ce qui s'est passé. Bien, j'encourage, n'est-ce pas, tous les promoteurs, n'est-ce pas, pour que nous nous retrouvons autour de cet idéal. Cette assemblée n'est pas à sa première. Elle est organisée chaque année par ses fils et filles de la famille Fofana pour le renforcement des liens familiaux. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h, à une dizaine de kilomètres de Ouagadougou au Burkina Faso, les habitants de Bazoulé cohabitent avec les crocodiles depuis des générations. Dans ce village, le reptile n'est pas une menace, mais un guide spirituel. Suivez. Sur les rives de la mare de Bazoulé, les crocodiles et les hommes sont intimement proches, surtout quand il s'agit de déguster un poulet. Dans ce petit village proche de la capitale burkinabé, une centaine de reptiles cohabitent harmonieusement avec les enfants comme les adultes depuis des siècles. On s'est habitué avec les crocodiles quand on était petit, à nager dans l'eau avec eux et tout ça. Et présentement, on peut toujours les approcher, toucher, s'asseoir dessus, tirer des photos. Même si tu as le courage, s'allonger dessus, faire des photos et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est des crocodiles sacrés, ils ne font pas de mal à quelqu'un. Selon la légende, les crocodiles auraient guidé des villageois assoiffés vers une source d'eau il y a plus de 500 ans. Depuis, les hommes et les reptiles sont devenus inséparables et aucune attaque mortelle n'a été recensée. À Bazoulé, les crocodiles sont vénérés. On peut dire que c'est notre totem.
En fait, les crocodiles, ils sont représentés comme l'âme de nos ancêtres. Dans ces cas, s'ils meurent, on les enterre et puis on fait même des funérailles, comme si c'était un être humain. La complicité entre l'homme et l'animal a rapidement été perçue comme un ressort de développement. Les touristes sont les bienvenus, à condition qu'ils domptent leur peur. Voilà, c'était sympa à voir de loin, mais bon, après une fois que j'ai dû m'asseoir dessus, là c'était un petit peu plus flippant. C'était super, hein. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois, ça vaut le coup, mais bon voilà, maintenant c'est fini, j'aime bien les regarder de loin. Mais le paisible équilibre de Bazoulé est aujourd'hui menacé. Les attaques menées par les groupes islamistes dans le pays ont fait fuir les touristes. Il y a moins de touristes actuellement. Sinon, dans l'année, on pouvait avoir au moins plus de 10 000 visiteurs dans l'année. Mais actuellement, ça ne dépasse pas 4 000 ou 5 000 visiteurs dans l'année qu'on peut recevoir. Au terrorisme s'ajoute la baisse des précipitations dans la région. La mare aux crocodiles s'assèche au fil des saisons avec le réchauffement climatique. À Bazoulé, les crocodiles devront peut-être orienter à nouveau les villageois vers des contrées plus clémentes. Les paris sportifs sont devenus ces dernières années un véritable phénomène de société dans toute l'Afrique de l'Est, notamment en Ouganda, où les fans de foot se pressent pour faire des paris sur les matchs du Mondial 2018. Suivez. La Coupe du Monde est lancée et les Ougandais se pressent pour faire des paris sur les matchs. En quelques années, les paris sportifs sont devenus un véritable phénomène de société. Je gagne, je perds, je gagne. Du coup, je ne sais pas exactement si je les ai eus ou si ils m'ont eu, mais je pense que je suis gagnant. Dans la capitale ougandaise, Kampala, il y a des centaines de boutiques de paris sportifs, mais les gens misent aussi sur Internet grâce à la démocratisation des smartphones et des applications de paris en ligne. En 2016, le gouvernement a créé une commission nationale des paris pour tenter de mettre en place des garde-fous. Nous savons très bien que la plupart des jeunes adorent les sports, en particulier les jeunes hommes. Ils aiment le football. Alors ils placent tous des paris sur leurs équipes favorites, surtout sur la première ligue anglaise. Maintenant, parce qu'ils l'ont beaucoup fait, ils se sont même déplacés vers d'autres ligues inconnues comme la ligue chinoise. Pas seulement la première division, mais ils parient sur la deuxième et la troisième. La croissance de cette industrie a créé de nouveaux emplois, mais a aussi augmenté les risques d'addiction. Ces 5 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec différents problèmes. Les gens perdent leur maison à cause des paris, ils perdent leur famille. Certaines personnes sont très endettées. Donc il y a de nombreux problèmes liés aux paris. Innocent est accro aux paris depuis 6 ans, mais il pense pouvoir s'arrêter un jour. Je ne préconise pas les paris aux personnes qui ont des familles. Certaines personnes mariées parient tout le temps, mais c'est mauvais. Je ne suis pas encore marié. Le jour où je me marie, je vais probablement arrêter. Mais s'arrêter de parier n'est pas chose facile, surtout avec une compétition mondiale en cours où tout le monde veut parier sur son équipe favorite. Mondial 2018, la France s'entraîne à Istra à J-3 de leur deuxième match en Coupe du Monde contre le Pérou. Après des débuts difficiles face à l'Australie, on est conscient que tout n'a pas été parfait, admet Blaise Matuidi, mais tandis que son coéquipier Benjamin Pavard dit s'attendre à un match difficile. Suivez. Conscient que tout n'a pas été parfait. Après, on peut parler de l'heure, on peut parler de la chaleur, on peut parler du fait qu'il y en avait beaucoup qui, et c'est une réalité, qui jouaient leur premier match de grande compétition internationale. Voilà, c'est peut-être ces choses-là qui ont fait qu'on était peut-être moins bien, mais la réalité elle est là. On n'a pas fait un grand match, on en est conscient et on va s'améliorer dans ce sens-là, mais on a gagné, ça c'est le plus important. Oui, on est prêt. On sait que c'est des matchs très très difficiles. Même le Pérou, c'est une équipe qui est vif, qui sont des joueurs rapides. Donc on s'attend aussi à un match très très difficile, surtout qu'ils viennent de perdre leur premier match. Donc ils vont avoir la rage de vaincre et d'espérer se qualifier. Donc on sait très bien que ça va être un match encore difficile.
Enfin, Coupe du Monde 2018 en Russie avec cette victoire d'une équipe africaine engagée dans cette compétition. Il s'agit des Lions de la Teranga qui se sont imposés sur le score de 2-1 face à la Pologne. Bonne chance donc à cette équipe sénégalaise ainsi qu'aux autres équipes engagées dans cette compétition, notamment les équipes africaines. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.